Bonjour. Donc, comme on vient de l'entendre, on perçoit que les médecins perçoivent le dépistage comme une révolution. Moi, mon propos aujourd'hui, c'est de vous faire un petit peu entendre le discours des familles, qui est aussi de venir un peu tempérer cette émulation ou cette excitation médicale due à cette nouveauté. Donc vous allez voir que les familles tiennent quand même à ce que tout le monde soit vigilant à certains aspects qui entourent cette question du dépistage. Alors, donc la récente possibilité du dépistage a occasionné un travail collaboratif parents, adultes, DT1 et soignants au dernier séminaire des associations de familles de l'AJD. En novembre 2024, on a pris un temps d'échange tous ensemble qui a été organisé. Et les différents objectifs de ce temps de travail commun, c'était déjà d'informer les familles de cette nouvalité de dépistage qui était encore méconnue, d'évaluer les connaissances des familles sur le sujet, sur le risque chez les apparentés et les moyens de connaître ce risque, mais se mettre aussi d'abord sur le vocabulaire. C'est quoi un risque? C'est quoi le dépistage? Les stades de la maladie, etc. Et puis aussi obtenir un retour d'expérience de ceux et celles qui avaient déjà été concernés par la question du dépistage, d'identifier toutes les questions que les parents et les jeunes adultes DT1 pouvaient se poser, échanger sur les bénéfices et les risques de connaître ce risque et le parcours idéal pour organiser ce dépistage, qui annonce la question du dépistage, à quel moment, enfin, toutes ces choses-là. Et ensuite, réfléchir ensemble à quels seraient les outils qui pourraient être utiles aux familles. Donc, au niveau des bénéfices, tout le monde était d'accord pour dire qu'une information permettait une prise de décision éclairée, que de pouvoir faire le dépistage, ça permet une certaine vigilance autour de ces enfants, que ça permet aussi de préparer l'enfant à l'arrivée de la maladie et de se préparer aussi. Il y a un effet soulageant quand le résultat du dépistage est négatif. Il y a aussi ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est de pouvoir éviter l'acidocétose, parce qu'en fait, il y a des études qui montrent que même dans une famille où il y a déjà un parent qui a un DT1, il y a quand même un enfant sur deux et qui arrive à l'hôpital avec une acidocétose quand il y a déjà un apparenté avec un DT1 dans une famille. Donc ça permet de retraiter le traitement par insuline, mais aussi, en évitant l'acidocétose, d'équilibrer le diabète à moyen terme. Et ensuite, ça permet d'aider à la recherche. À côté de tous ces risques, il y avait quand même de tous ces bénéfices, il y avait quand même beaucoup de risques, d'inconvénients et de difficultés qui ont émergé de ces échanges. Donc, le fait qu'il était difficile de demander son consentement à un enfant, en fonction de son âge, que les familles pouvaient ressentir le dépistage comme une obligation face, on pourrait dire, au savoir-pouvoir médical, ou ne sont pas forcément en mesure de contester ou de questionner la parole du médecin. Il pouvait apparaître une pensée magique de guérison aussi, une entrée dans la condition de malade. Alors la question c'est-à-dire de désigner un enfant comme étant malade alors qu'il ne l'est pas encore. On entend tout à l'heure le professeur Beltran qui parle de patients. Alors, est-ce qu'il s'agit de patients? Enfin, ils sont en stade préclinique, ils n'ont pas encore déclaré la maladie. Est-ce que ça peut aussi provoquer dans la famille, comment on voit notre enfant? Il y avait tout un tas d'échanges autour de stress, de cette projection de maladie, la perte de l'insouciance, voilà. Les conséquences psychologiques, donc la peur, les obsessions, l'hypervigilance, la charge mentale,
L'attention aussi, s'il y a des avis divergents au sein du couple parental ou au sein de la position parent-enfant concernant le dépistage, comment on fait quand les uns et les autres ne sont pas d'accord. La culpabilité qui peut apparaître au sein de la famille, notamment chez ceux qui ont déjà un diabète de type 1, qu'ils soient les parents ou les autres enfants, et toutes les questions qui concernaient la lourdeur du traitement. Donc, ces ateliers d'échange entre parents, jeunes adultes, DT1 et soignants ont mis en lumière des besoins et des idées. Donc évidemment, le premier besoin, c'était de créer des documents ressources d'information pour les parents et les enfants. Des documents qui puissent être tout d'abord support de discussion avec les équipes médicales. C'est pas un document pour nous, c'est pas un document qui doit être distribué sans être accompagné, sans qu'il y ait un échange qui l'accompagne avec l'équipe médicale. Ce document qui puisse ensuite servir en famille à être lu. Il y a vraiment un fort besoin qui a été exprimé par les familles de pouvoir reprendre a posteriori les informations reçues par les équipes médicales, de les relire et de relire les documents à tête reposée. Donc voilà, il y avait donc une importance exprimée par les familles présentes au séminaire de l'année dernière, de pouvoir distinguer le temps de l'information, du temps de la réflexion et du temps du dépistage. Voilà. Et ensuite, il y a eu, ce qui a été vraiment fortement souligné, c'est le fort intérêt qu'il puisse y avoir une rencontre de la famille et de la fratrie avec un psychologue avant d'évoquer le dépistage et au cours du suivi. Voilà. Il y a plein de choses à parler, culpabilité, inquiétude, place de l'enfant et de la fratrie dans la famille, la jalousie, enfin il y a énormément de choses à prendre en compte. Alors, concernant l'organisation du parcours, donc là les familles, elles demandent qu'il puisse y avoir une discussion avec le ou la pédiatre lors d'un temps d'échange spécifique, en consultation ou quand ça existe dans des temps d'hospitalisation de jour. L'idée, c'est qu'il y ait d'abord un temps d'échange avec les parents, mais qu'ensuite, l'enfant concerné par le dépistage puisse avoir lui aussi un temps de consultation, parce que cet enfant-là, généralement, n'est pas convié lors des consultations de son frère ou de sa sœur qui a déjà un diabète de type 1. Donc, l'idée, c'est de tenir compte de la personne concernée et dès lors qu'elle est en mesure de donner son avis. Donc ensuite, bien entendu, laisser le temps de la réflexion. Et enfin, il faut choisir le bon moment pour parler de ce dépistage, qui soit bien décalé de la découverte, puisque c'est déjà un choc émotionnel pour les familles quand on leur annonce qu'ils ont un enfant avec un diabète de type 1. Donc le dépistage, il est plutôt à penser au moins 6 mois, voire un peu plus, avant de le proposer pour le reste de la fratrie. Tenir compte des événements familiaux qu'il y a au sein de la famille à ce moment-là. Et ensuite aussi, pour pouvoir parler plus facilement avec l'enfant, c'est sûr que quand les frères et sœurs ont plus de 7 ans, c'est plus facile, mais bon, voilà. Ensuite, les familles demandent, c'est ce qu'on a perçu déjà ce matin, aux médecins d'adopter une posture informative et non pas prescriptive, qui puisse expliquer d'emblée les bénéfices et les risques du dépistage de manière claire et objective, en insistant sur le fait que le dépistage n'est pas une obligation. Il peut être refusé. Le médecin doit aussi informer, à notre sens, des modalités d'administration du traitement. Où va-t-il avoir lieu ? Il faut prendre en compte, il faut que les familles sachent que ça sera probablement dans un centre, on pourrait dire entre guillemets expert, ou en tout cas, je ne sais plus, bon, d'un coup le terme m'échappe, mais en tout cas, qui n'est pas forcément à proximité de leur lieu de domicile, et quels seront les effets secondaires produits par les traitements. Et l'idée, donc, c'est que cette information
soit réalisé au cas par cas et de manière singulière. Et c'est vrai que lorsqu'on entend qu'il y a des réunions d'information collective qui sont organisées dès à présent en ce moment par des équipes soignantes, ben ça nous pose question. Alors, ensuite, au niveau de l'organisation du parcours, les familles demandent à ce que les choses soient aussi un petit peu plus organisées, prévoir l'organisation du prélèvement, organiser le rendu des résultats assez vite après le prélèvement par l'équipe qui fera le suivi si besoin. Il y a déjà des familles qui avaient été concernées par le prélèvement et qui se sont retrouvées à recevoir les résultats du prélèvement à leur domicile sans avoir une consultation médicale de prévue prochainement. Et ça, et les familles, elles n'étaient pas du tout en capacité d'interpréter les résultats et ça a été un facteur d'angoisse. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Il faut pouvoir ensuite informer du suivi, des nouveaux examens qui vont se mettre en place, prévoir un accompagnement psychologique, comme on l'a déjà dit. Il faut prendre en compte que l'état émotionnel des parents au diagnostic préclinique est le même que lorsqu'il y a l'annonce d'un diagnostic de DT1. Il faut aussi prendre en compte l'impact produit sur l'ensemble de la famille et la culpabilité qui peut être ressentie par un parent, un frère ou une sœur ayant déjà un DT1. Et enfin, il faut pouvoir réinterroger au fil du temps l'adhésion aux examens et au suivi. Alors, les petits points de vigilance. Alors, il faut quand même que le médecin puisse rappeler que le diabète n'est pas une maladie héréditaire. Cette question de dépistage peut le faire oublier. Et ce dépistage crée inévitablement de la peur et de l'angoisse au sein des familles. Il faut être attentif à la culpabilité potentielle des autres membres de la famille. Voilà, au niveau de l'éthique et du consentement, le consentement éclairé est essentiel. Et au niveau du suivi dans le temps, il est important de maintenir un suivi régulier. Donc l'information et l'adhésion doivent être renouvelées au fil des années. En gros, un refus peut devenir un accord et inversement. Alors, le CEM a ensuite poursuivi la réflexion et rédigé des outils lors de ses commissions pédagogiques de novembre 2024. Alors, comment ils ont fait ça? En animant un groupe d'échange de pratiques des soignants, à partir de la synthèse des échanges avec le Conseil des familles, enfin avec le séminaire des associations de familles de novembre, en s'appuyant sur les recommandations nationales et internationales et en tenant compte de la réalité des parcours de soins et des ressources humaines hospitalières disponibles. Ensuite, ce travail a débouché donc sur la rédaction d'outils. Donc là, nous, au niveau du Conseil des familles, on a été sollicités pour relecture et commentaires. Alors pourquoi? Pour être au plus proche du besoin des familles et puis pour mettre en avant rapidement les aspects éthiques et psychologiques dont les droits des patients. Alors ensuite, tout ce travail de navette entre CEM et CEF, voilà, le CEM a ensuite validé les documents finaux pour s'assurer de la qualité et de la rigueur des messages. Et les messages qui sont importants à retenir, c'est que le dépistage du DT1 est possible mais n'est pas obligatoire. Une information factuelle doit être transmise, mais ne doit pas inciter. C'est à vous, en famille, de prendre tranquillement cette décision. Il faut bien connaître le risque avant l'apparition des premiers... connaître ce risque avant l'apparition des premiers signes peut être une information utile pour certaines familles, mais ça peut aussi être une source d'anxiété et d'incertitude pour d'autres. Et donc, c'est donc important de laisser le choix à chacun. Alors, avant de décider, il faut prendre le temps d'en discuter en famille, de recueillir l'avis des personnes concernées. Bien entendu, l'âge joue. D'en discuter avec l'équipe soignante. Donc, un temps d'accompagnement par un ou une psychologue doit être proposé. Se questionner sur les motivations à faire ou non ce dépistage. Réfléchir à l'impact pour l'enfant et la famille du résultat du dépistage. S'interroger sur le moment opportun pour le réaliser,
comprendre les différents résultats possibles et le suivi qui en découle, et qu'il est possible de sortir de la démarche de dépistage à tout moment. Alors, les outils qui ont été créés. Donc, il y a tout d'abord un dossier pédagogique qui a été rédigé et édité à destination des équipes soignantes, des affiches qui sont à mettre en place dans les cabinets de consultation, les salles d'attente, et qui sont à destination à la fois des parents qui ont déjà des enfants DT1 ou des parents DT1 eux-mêmes qui pourraient être concernés par la question du dépistage pour leurs enfants. Donc, c'est des affiches qui peuvent être à la fois mises dans les services de pédiatrie et de diabétologie adulte. Il y a aussi le livret pédagogique à destination des familles qui a été réalisé. Alors, ce livret, j'ai vu qu'il était... J'ai pas eu le temps de faire encore le tour des stands, mais j'ai vu de loin qu'il était sur le stand de Sanofi, donc vous pourrez aller le récupérer si vous le souhaitez, si vous ne l'avez pas encore. Il faut savoir que le CDF avait demandé à ce que dans ce livret, il puisse y avoir une information précise sur les modalités de traitement proposées en cas de dépistage positif. Ça n'a pas été possible parce qu'il est interdit de nommer un traitement, mais là, nous attendons une notice complémentaire à remettre aux familles en complément de ce livret.